Le domaine date du XIVe siècle, dont les seigneurs ont donné leur nom au village. Il a été réaménagé au cours des XVIe et XVIIe siècles avec la construction du château. Ce dernier a malheureusement été démoli au cours de la Première Guerre mondiale par manque d'entretien. Il ne reste plus que le vaste parc et son enceinte avec la monumentale porte d'entrée et ses vestiges de tours aux quatre coins. Depuis la disparition des seigneurs Houécourt, plusieurs propriétaires se sont succédés. Les derniers, le couple de boulangers Vinot et leurs enfants, ont acquis la propriété en 1973. Ils ont restauré beaucoup de choses en 8 ans, dont l'orangerie, qui est devenue habitable en 1983. Le collectif de la Manuf a racheté le lieu en 2022.
Bonjour Nanou, voilà, donc je t'accueille sous l'arbre à palabres. Voilà, donc c'est un magnifique platane qui fait plusieurs mètres. Voilà, donc, et on aime à venir ici se promener et essayer de puiser un petit peu la force de cet arbre. Voilà. Voilà, et puis donc, on a dégagé un petit coin qui nous sert pour nos réunions et aussi pour accueillir les enfants. Voilà, donc, et on a fait aussi, les enfants et les grands. Hein. Les enfants et les grands, voilà. Donc, le lieu est c'est vraiment un bel endroit. Ouais. Sous les oiseaux, il y a voilà, vraiment... on a tous les oiseaux qui chantent tout autour. Ouais. Donc on est très bien donc pour discuter. Pour palabrer ensemble. Voilà, on va palabrer ensemble. Bon, alors j'ai ouï dire que tu étais un des pionniers voilà. du collectif. Explique-nous tout ça, s'il te plaît. Voilà, ouais. Donc en fait, je fais partie comme on dit, hein, je suis un co-créateur. Donc je fais partie du groupe initial qui a créé donc cet écolieu exactement le 19 octobre 2022. Voilà. Donc le projet en lui-même est parti d'un collectif alsacien qui sur Facebook a créé une page parce qu'il cherchait à créer donc un groupe pour acheter un lieu dans les Vosges déjà, parce que donc le foncier est a priori moins cher dans les Vosges qu'en Alsace. Et le projet initial était l'achat de la Manufacture Royale de Malais-Bains. Voilà, Manufacture Royale, d'où on a tiré donc, le nom de notre collectif, la Manuf. Voilà, donc au départ, on était une trentaine voilà, qui se sont agrégés sur le projet d'avril à septembre 2021 pour racheter donc, cette Manufacture Royale. Donc le projet ne s'est pas fait parce que le prix n'était pas le même. C'était 2 millions d'euros, c'était un domaine de 20 hectares, donc ça ne s'est pas fait. Et après, le collectif s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? On arrête ou on cherche un autre lieu? Et donc une partie, au départ on était 30, une quinzaine, s'est mis à rechercher un lieu dans les Vosges. Et dessus, en fait, s'est agrégé des groupes vosgiens qui, eux, cherchaient aussi. Voilà. Et finalement, on est arrivé ici... après des recherches, on a cherché en Haute-Saône, on a cherché d'autres lieux dans les Vosges. Et un jour, de mai 2022, on s'est retrouvé ici à une douzaine à vouloir acheter donc, ce domaine. Parce que il cochait un peu beaucoup toutes les cases. Voilà, au niveau prix, c'était abordable. Au niveau surface, donc 7 hectares et demi, c'est suffisant pour le projet qu'on envisageait. Au niveau... Il est diversifié. Voilà, donc voilà, en fait le lieu, hein, donc il y a tout ce qu'il faut. On a 3 hectares de forêt, 1 hectare de prairie, on a un parc qui fait presque 1 hectare, un parc paysager qui fait presque 1 hectare. On a un verger qui fait 1 hectare. Et puis au niveau bâtiment, on a 4 bâtiments. On a l'orangerie où on habite, on a la fauconnerie qu'on doit rénover. On a la maison du Breuil qui est aussi à rafraîchir plus qu'à rénover. Et puis on a une tour isolée qui nous permettra plus tard de faire un habitat insolite. Beaucoup de potentiel. Voilà, donc il y avait beaucoup de potentiel sur ce lieu. Mais vous pouvez habiter déjà. Voilà, et en plus, donc, on pouvait tout de suite habiter dans l'orangerie, ce qu'on a fait. Hein. Donc moi je suis venu avec armes et bagages le 19 octobre et j'ai emménagé. Voilà. Et de ceux qui ont emménagé les premiers dans le lieu, je suis le dernier pour l'instant. Voilà. Depuis, donc d'autres m'ont rejoint. Oui. Et voilà. Donc là, le projet a démarré comme ça le 19 octobre. Voilà. Depuis, certains membres du collectif sont partis pour diverses raisons. Voilà, parce que ils n'avaient pas le même projet que ceux qui sont restés. Et il y a eu des problèmes humains, voilà, hein, voilà, des mésententes entre certains membres. Et on a acté leur départ. On a essayé quand même de faire un cercle restauratif pour essayer de recoller les morceaux. Bon, ça n'a pas fonctionné. Ceux qui avaient envie de partir sont partis. Donc là, on a eu un départ de 3 personnes l'année dernière, au mois de mai. Et puis un autre départ donc, de 3 personnes cette année, au mois de janvier. Voilà. Et donc du collectif initial où on était 12, on ne se retrouve plus qu'à 5. Voilà. D'accord, mais d'autres ont voilà. rejoint. Et donc depuis,
d'autres personnes ont rejoint. Donc on a Françoise qui nous a rejoint l'été dernier, donc au 1er juillet. Et puis Christelle, qui elle nous a rejoint en novembre de cette année. Voilà, et d'autres membres nous ont rejoints, donc notamment des Nancéens. On a 4 personnes de Nancy qui ont vocation à nous rejoindre, mais pas pour l'instant. Voilà. Et donc en fait, le hasard fait que maintenant nous sommes aussi 12. Voilà. On était 12 au départ. Okay. Les départs et les arrivées, on est maintenant 12. Avec 4 personnes qui vivent là à temps plein? Alors 3. On est 3 personnes qui vivent à temps plein, donc oui. Françoise, Christelle et moi. Ouais. Plus donc François et Patricia, qui pour François il est là quasiment à mi-temps. Oui. Patricia a un quart-temps et puis les autres viennent. Donc Carole vient minimum une fois par mois pour le week-end collectif. Oui. Voilà, et voilà. Donc on fonctionne comme ça pour l'instant. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu la composition du groupe et un petit peu l'historique du groupe qui a évolué. Ouais. Et maintenant, donc, je vais un petit peu te parler au niveau des statuts. Ouais. Voilà, donc nous sommes le lieu a été acheté par une SAS coopérative à capital variable, donc, qui s'appelle la Manuf Houécourt. Donc dans cette SAS, donc, nous avons chacun 2 parts. 2 parts à 125 €. Donc pour être actionnaire de la Manuf, il faut avoir mis 250 € dans le projet. Si on avait mis que ça, on n'aurait pas pu acheter. Hein. Bah non, je m'en doute bien. Et tous ceux qui le pouvaient dans le collectif ont mis de l'argent sur leur compte courant d'associés. Donc il y en a qui ont mis beaucoup, d'autres qui ont mis moyennement et d'autres qui ont mis un peu moins. Voilà. Mais peu importe le montant qu'on a mis sur notre compte courant d'associé, comme on a quand même 2 parts, un homme ou une femme est égal à une voix, et peu importe la somme d'argent qu'on a mis dans le projet. Ça, c'est pour le fonctionnement. Voilà. Et donc, avec cet argent qu'on a mis sur le compte courant d'associé, on a pu acheter. Donc, au départ, ça fonctionnait très bien. On a réussi à mettre quasiment, on a fait un petit emprunt pour les premiers dépenses de départ. Et donc, le problème, c'est que donc, y en a qui sont partis et on a dû les rembourser. Et donc, on a emprunté à la coopérative Oasis, donc 200 000 € pour nous permettre d'une part de rembourser ceux qui partaient, qui sont partis, et d'autre part de commencer des premiers travaux d'aménagement. Donc en aménagement, on a des combles à aménager dans l'orangerie, plus la fauconnerie à rénover complètement. Donc ça, je te l'expliquerai tout à l'heure quand on parlera un petit peu de nos projets. Oui. Voilà, donc ça c'est pour la coopérative. Et à côté, donc on a créé une association qui s'appelle Un Zeste pour la planète, qui elle est chargée de mettre en œuvre tous les projets, notamment d'ouverture vers l'extérieur, mais aussi donc 3 projets principaux. 3 axes. Hein. 3 axes principaux, hein, qui sont devenir un tiers-lieu nourricier. Ça c'est le premier. Donc je le développerai juste après. L'autre projet, c'est bien vieillir en écolieu. Et le troisième projet, c'est devenir un lieu d'école ouverte. En fait, c'est éduquer dehors. Voilà. Ça, c'est les 3 grands axes de projet. Et à l'intérieur de ces axes, donc, pour le développement donc, du tiers-lieu nourricier, nous sommes en train de développer une ferme éducative et expérimentale. Donc dans cette ferme pédagogique et expérimentale, donc dans cette ferme, il y aura un volet jardin. Donc le volet jardin, c'est Christelle qui est plus particulièrement chargée de le développer. Donc dans ce projet, c'est créer un jardin en permaculture, avoir des animaux donc de ferme, donc des poules, des coqs, des canards, des moutons, et peut-être après d'autres animaux, mais pour l'instant, on n'a encore pas décidé, on va s'arrêter sur cela. Ensuite, donc développer la partie jardin en permaculture pour la production, mais aussi pour amener d'autres personnes à venir voir par le biais de jardins, de réunions de jardins partagés qu'on ferait régulièrement pour éduquer ou apprendre, mais apprendre aussi des gens. Hein. On n'a pas la science infuse,
on n'est pas nous donné, hein, aussi on prend, le d'expérience. partage de connaissances et d'expériences. Donc ça c'est pour le jardin pédagogique. Voilà, donc ça c'est le volet production à l'intérieur du projet global de tiers-lieux nourriciers. Ensuite on aura un volet transformation, donc transformation de nos produits, mais pas que. Il y aura aussi la transformation des produits d'agriculteurs qui sont autour de nous, hein, qui sont bio, hein, parce qu'on a de la chance quand même ici d'avoir dans les villages environnants beaucoup de producteurs bio. Voilà. Et donc notre association fait partie intégrante des agriculteurs bio par le biais du Forum de la bio. Alors, on a créé avec d'autres associations un Forum de la bio qui vient aider les agriculteurs bio à développer la bio dans les Vosges. Dans le tiers-lieu nourricier, donc, le troisième volet, ce sera un volet distribution. Donc là, on va essayer de créer donc, une épicerie participative sur Houécourt, hein, parce qu'il n'y a plus de commerce dans le village, et aussi une épicerie d'achat groupé qui sera plus à vocation à distribuer dans les réseaux alternatifs des Vosges. En fait, voilà. Soit les réseaux alternatifs, soit les tiers-lieux. On a encore du travail à faire sur ce point-là, mais ce serait le troisième volet, donc plus un volet distribution. Et à l'intérieur, donc dans ce tiers-lieu nourricier, on voudrait aussi faire venir des personnes pour qu'elles réapprennent à cuisiner des légumes, voilà, et à manger sain. Voilà, donc on a tout ce volet, voilà. Et aussi on est très actif dans le développement sur les Vosges de la sécurité sociale de l'alimentation. Et donc c'est aussi un point central qui viendra dans le tiers-lieu nourricier. D'accord, c'est voilà. divers, c'est varié, c'est bien. Voilà, donc tout ça, c'est dense et touffu, mais voilà, on prendra le temps de développer tout ça, mais c'est vraiment un projet qui nous tient à cœur. Voilà. Donc le deuxième projet, c'est bien vieillir en écolieu ou en tiers-lieu, suivant à qui on s'adresse. Voilà, donc ici, donc, une partie du collectif vieillit, voilà, tout le collectif vieillit, mais il y en a qui sont un peu plus en avance que d'autres, voilà, et on a tous à cœur de bien vieillir ici, quoi, voilà, parce que oui, pas finir en EHPAD. Voilà, pas finir en EHPAD, parce que bon, ça c'est une perspective qui ne nous va pas bien, et c'est surtout qu'on a tout ici pour bien vieillir. On a un lieu magnifique qui offre beaucoup de possibilités, et puis on a en projet de rénover donc la fauconnerie qui sera, elle, réservée aux personnes âgées. Voilà, donc on va la rénover dans ce sens, mais pas que, on va aussi travailler sur le bien vieillir en apportant aux personnes qui viendront habiter ici dans cette maison des personnes âgées des activités culturelles, des activités ludiques, le jeu. On fait venir régulièrement des ateliers jeux sur le lieu, mais aussi donc travailler au jardin. Voilà, en fait, une participation très active. Voilà, participation active au lieu pour les personnes âgées, parce que avec les enfants aussi. Voilà, puis avec les enfants, on fera voilà, de l'intergénérationnel et voilà, et c'est surtout ce qu'on veut pas nous, c'est s'ennuyer. Et ici, déjà nous on s'ennuie pas, mais alors plus tard on n'aura pas non plus l'occasion de s'ennuyer parce qu'il y aura toujours quelque chose à faire. Voilà. Voilà. Et puis profiter de la nature, voilà, le matin. Voilà. Quand je me promène le matin sur le lieu et que j'entends les oiseaux et le bruit des arbres qui bruissent, voilà, à ce propos, on peut peut-être préciser que vous êtes LPO. Voilà, on vient d'être refuge LPO. Voilà, on a fait la demande, on a été accepté et voilà, donc notre lieu a vocation à faire pour la biodiversité. Il n'y a pas que les oiseaux, hein. Voilà, on a creusé une mare par exemple, donc qui va apporter de la vie. Voilà, on a eu cette année, on l'a creusé l'année dernière, et cette année on a eu des grenouilles qui sont venues s'y reproduire. Voilà, on a des insectes, des oiseaux. On a aussi créé des haies nourricières, où là il y aura plein de fruits qui viendront, une partie pour nous, mais une partie pour la biodiversité. Voilà, on va partager avec les animaux. Voilà, donc ça c'est, voilà, on s'égare un peu, hein, mais c'est pas grave. Non, et le troisième point, c'est éduquer dehors. On voudrait vraiment
faire en sorte que les enfants viennent ici pour faire l'école autrement. On ne veut pas ici créer une école parce qu'on n'a pas la taille, mais on veut faire venir l'éducation nationale ici. On est déjà en contact avec les maîtresses du lieu, mais avec d'autres groupes, notamment par le biais du réseau Terreau dans les Vosges, qui est un réseau d'éducation à l'environnement. On est en liaison pour faire en sorte qu'ici et ailleurs, on développe l'éduquer dehors. Et donc là, on est en train de travailler. C'est vraiment le troisième axe sur notre lieu. Voilà, et puis voilà ce que je pourrais te dire. Donc là, moi, personnellement, pourquoi je suis ici, bon, il y a 10 ans à peu près, j'ai divorcé, voilà, c'est un aléa de la vie, des choses qui arrivent. Et puis mes enfants ont grandi. Et puis on a beaucoup discuté avec mes enfants parce que bon, l'environnement et puis ce qui arrive à notre planète, ça les perturbe, voilà. Voilà, et donc on en a beaucoup parlé. J'ai ma nouvelle compagne Alice, donc, qui est avec nous dans le projet, qui aussi m'a beaucoup sensibilisé à ça. Et puis après j'ai beaucoup travaillé, j'ai pris du temps pour aller sur internet. Voilà, d'abord j'ai été sur le site des oasis, sur les colibris, voilà, j'ai pris beaucoup de renseignements et effectivement je me suis rendu compte que les générations qui nous ont précédés et puis notre génération, on a beaucoup abîmé notre planète. Et voilà, et je me suis dit, qu'est-ce que tu pourrais faire pour contribuer et faire ma petite part de colibri, quelque chose pour que mes enfants et les autres enfants aient un monde le moins perturbé possible. Voilà. Bon, je ne sais pas si on essaye, voilà, on essaye, on fait un autre niveau. En fait, ici, on essaye de montrer qu'on peut vivre autrement en impactant le moins possible la planète. Voilà. On a forcément des impacts, hein, mais on veut montrer comment on peut faire au niveau énergie, au niveau nourriture, au niveau habitat, comment faire pour être le moins impactant. Voilà. Donc c'est vraiment un des axes et c'est un axe que j'ai vraiment à cœur. Et l'idée de vivre en collectif, ça te dérangeait pas? Bah non, parce que bon, j'ai été militaire pendant 26 ans. Donc voilà, donc ah bah oui. donc vivre en collectif, voilà, ça me parle. Et puis même après, j'avais une famille nombreuse, j'ai 4 enfants. Donc voilà, vivre en collectif dans une grande famille, c'est un peu un collectif. Et puis après, quand j'ai eu ce désir d'être en transition, j'ai participé à un projet sur Avignon de création d'une épicerie participative, donc qui s'appelle J'aime la COP. Voilà, donc, que j'ai quitté en remontant dans les Vosges, mais elle fonctionne toujours. Et donc là, j'ai commencé à vivre le collectif, parce que c'est pareil, c'était une SAS coopérative, hein, voilà, et on a commencé même dans une épicerie, on est confronté à l'humain. Mais voilà, donc j'en ai tiré beaucoup d'enseignements, et je me suis dit, donc, tu as travaillé pour te nourrir autrement, et ben, en venant ici, on fait aussi habiter autrement. Voilà. Et donc tout ça, pour moi, ça a un lien. Et voilà. Donc pourquoi je suis ici et pourquoi je vais y rester. Voilà. L'expérience, elle est bonne. Voilà. Eh ben, génial. Merci Dominique. Eh ben, merci Nanou. Et puis j'espère que la fin de ton séjour chez nous, tu pourras en profiter. J'apprécie de me réveiller avec les oiseaux, de m'endormir avec les oiseaux. Et non, ça peut être... Mais depuis que je suis dans les Vosges, il fait beau. Voilà, donc j'espère que, voilà, ce que j'ai pas dit, c'est qu'on accueille aussi des personnes en camping-car, donc comme toi par exemple, mais aussi des personnes sous tente et camping à la ferme. Voilà, et le camping à la ferme. Donc tout le monde est bienvenu chez nous. Voilà, et aussi, oui, ce que j'ai pas dit, hein, c'est que nous sommes à la recherche de nouveaux habitants. Ah oui, alors ça, on peut en profiter pour le dire. Voilà. Vas-y, je t'en Voilà, prie. donc nous sommes en recherche de nouveaux habitants. Donc on recherche tout profil. Mais on cherche donc des entrepreneurs pour nous aider à développer donc les projets qu'on a explicités tout à l'heure, hein, notamment par exemple si quelqu'un est transformateur d'aliments, voilà, qui veut venir faire ses conserves chez nous, il sera le bienvenu. Si il y a quelqu'un, un boulanger, voilà. Un paysan boulanger, puisqu'il y a de quoi... Voilà. On a planté du blé cette année, hein,
pour notre fête des moissons, on a planté du blé. Donc par exemple un boulanger, ce serait pas, voilà, il aurait vraiment sa place ici. Des personnes tous les habitants des environs seraient heureux. Voilà, seraient heureux. On en pourrait faire du bon pain bio. Voilà, si des gens qui travaillent dans le bâtiment, voilà, pour les rénovations qu'on a à faire, et puis même pour diffuser ailleurs dans les environs, construire autrement des habitats plus écologiques et respectueux de la nature. Voilà, donc on recherche tout profil. Voilà, et alors la cerise sur le gâteau, si quelqu'un vient avec des enfants, oui. on sera heureux de l'accueillir. Ça s'y prête, hein. Voilà. Vraiment. Bonjour François. Bonjour. Bon, nous sommes à Houécourt, dans ce magnifique domaine. Et tu es là depuis longtemps, dans ce collectif? Alors, je suis dans ce collectif depuis, on va dire, 2021, date à laquelle un collectif précédent a abandonné un projet beaucoup plus ambitieux, pas très loin d'ici, et le collectif a cherché d'autres lieux. Je les ai rejoints à ce moment-là. C'était quand ça? Alors 2022, on va dire, début 2022, et on a acheté en septembre 2022. Ok, et toi là-dedans, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je fais? Alors je participe au projet, à l'élaboration du projet, au montage juridique, financier, et puis depuis maintenant que l'opération et la structuration a été faite, eh bien je m'occupe principalement des extérieurs, on va dire d'une manière générale, donc le jardin, la forêt, le verger, les animaux un petit peu, et puis la cohérence globale du site, on va dire. Mais j'ai pas de rôle précis, on assume tous collectivement les décisions qui sont prises ici. Mais tu as des spécificités, hein. Je crois que tu es forestier de métier. Oui, alors ça c'est mon histoire personnelle. J'ai effectivement été entrepreneur de travaux forestiers de 1988 à 2021. Date à laquelle j'ai cédé mon entreprise pour profiter, on va dire, d'une retraite anticipée, mais ici c'est pas vraiment une retraite parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup à faire. Voilà, mais en même temps le terme retraite ne me convenait pas, peut-être c'était encore un peu trop tôt. Donc dans ce domaine, il y a quoi? Il y a beaucoup de forêts, hein, beaucoup d'arbres. Alors on a une surface de 7 hectares, un peu plus de 7 hectares. La particularité c'est que c'est 7 hectares d'un seul bloc, et ça c'est quand même très intéressant. Donc c'est à peu près un rectangle, dont 3 côtés du rectangle sont murés, puisque c'était un ancien château, c'était une propriété qui était construite autour d'un ancien château. Le 4e mur est tombé il y a très longtemps et en fait il ouvre le paysage sur l'ouest de la propriété, et là à cet endroit ce sont des prés. Donc on est adossé au village de Houécourt et on a donc une partie qui est bâtie, mais sur le terrain principalement on a 3 hectares de forêt qui sont séparés en 2 blocs très différents. Une forêt très variée avec des feuillus, des résineux, plus d'une 50aine d'espèces recensées, et je n'ai pas fini l'inventaire. Donc ça c'est les 3 hectares de forêt. On a 1 hectare de prairie, donc qui est orienté au nord-ouest. D'ailleurs prairie au milieu de laquelle était situé l'ancien château, le vrai château de Houécourt, qui n'existe plus et qui a été rasé on va dire entre 1920 et 1950. Donc on a aussi un verger qui fait à peu près 1 hectare. Alors verger qui est composé de 2 parties, un ancien verger qui, l'avantage c'est qu'il était déjà productif quand on est arrivé, et ça c'est bien d'arriver sur un site où on ne part pas de zéro. Dès la première année on a pu commencer à récolter des noix, des pommes, des cerises, des poires. Donc verger aussi vieillissant, donc il a fallu faire de la rénovation, et on l'a aussi complété puisqu'il y avait une partie qui était en pâture, et on l'a complété en replantant une 50aine d'arbres fruitiers dès la première année. Donc ça c'est la partie verger. On a aussi 30 arts de jardin potager. Alors 30 arts c'est énorme, ça fait 3000 m², c'est énorme à gérer, mais quelqu'un d'autre vous en parlera mieux que moi. Et on a donc aussi 1 hectare de zones qui sont à la fois du parc, donc qui permettent de faire des manifestations, avec des arbres isolés, avec des arbres qui ont un autre port et un autre aspect et un autre intérêt que les arbres forestiers.
Et dans ces zones, on peut envisager du camping sous forme d'air naturel, mais aussi simplement des zones de loisirs pour accueillir des manifestations. Mais il y a toute la zone où mon fourgon aménagé est installé, où vous accueillez des camping-cars, des véhicules aménagés? Oui, alors effectivement pour l'instant ça sert effectivement d'accueil, ça peut être des woofers puisqu'on est membre du réseau Woof France et on reçoit régulièrement des woofers. Ça peut être une zone aussi à l'avenir où on pourrait envisager d'installer des habitats légers, on ne sait pas encore vraiment lesquels, mais ça fait partie des projets. Ça pourrait être là ou ailleurs. On n'a encore pas décidé. Il y a pas mal d'endroits possibles. Il y a beaucoup d'endroits possibles, selon qu'on veut être isolé, selon qu'on veut être proche des habitats communs, selon qu'on veut être proche des commodités. Voilà, donc il y aura plusieurs possibilités qui seront ouvertes. Et cette zone-là permet aussi d'accueillir, on va dire, un peu les parties techniques lors de manifestations. Par exemple, là, au mois d'août, on organise une grande fête tradition et bottes de foin. Toute cette partie-là sera réservée justement pour l'hébergement des gens qui tiennent des stands, des animateurs, des gens qui participeront voilà, à la sonorisation, à la logistique. Et c'est un peu séparé effectivement de la partie où le public sera accueilli. Et c'est très accessible puisqu'on bénéficie d'un deuxième accès avec un portail très large. Et donc ça permet aux gens qui travaillent de ne pas forcément croiser les gens qui s'amusent, mais en espérant que tout le monde profitera de l'événement. Alors comment vous êtes organisés entre vous? Vous êtes combien au total? Alors le collectif a beaucoup évolué. Aujourd'hui on est 12 dans le collectif. Ce ne sont pas les 12 mêmes qu'à l'origine du projet, puisque on parlera de l'histoire peut-être un peu après. Oui, donc en gros dans ce collectif il y a deux types d'associés. Il y a ceux qui habitent ici, on les appelle les habitants. Et puis il y a ceux qui n'habitent pas et donc eux viennent régulièrement. Alors avec des fréquences et des durées de séjour qui sont variables. Ce qui est ton cas? Alors ce qui est mon cas, voilà. Personnellement moi je n'habite pas ici, j'habite dans le territoire de Belfort et je viens ici à peu près à mi-temps. Et on peut dire que je suis le plus habitant des non-habitants. Ouais. Tu es voué à venir ici tout le temps avec ta femme? Alors ça, on fait partie de, quand on a créé le projet, en fait il y avait, là pour le coup il y avait 3 groupes d'associés. Il y avait ceux qui voulaient et qui devaient venir habiter tout de suite ici parce qu'ils lâchaient tout ce qu'ils avaient, leur travail, leurs biens, leur logement, soit qu'ils louaient, soit tout dont ils étaient propriétaires. Et donc ils n'avaient plus de logement et ils voulaient, et de toute façon on avait besoin de gens pour habiter ici. Donc il y avait ce qu'on a appelé les habitants, on pourrait dire maintenant les primo-habitants, les premiers. Il y avait un deuxième groupe qui était des personnes qui avaient souhaité s'investir dans le projet, mais avec le souhait de l'intégrer dans 2 ans. Donc 2 ans, pourquoi? Parce que pour certains, c'était le temps de se réorganiser, le temps de éventuellement de trouver du travail dans le secteur, ou ça correspondait par exemple à une échéance comme une retraite, ou une fin de contrat. Voilà. Donc il y avait un autre groupe. Et nous, on faisait partie d'un groupe, du 3e groupe. C'était les gens qui se projetaient à l'horizon de 5 ans. Et pourquoi on avait créé un groupe à l'horizon de 5 ans? Tout simplement parce que le bâti et les possibilités de logement pour qu'elles soient confortables et supportables pour tout le monde ne permettaient pas d'accueillir 15 personnes tout de suite. Donc il était nécessaire que dans les 5 premières années, on rénove certaines parties, des combles, des bâtiments alors, qui ne sont pas en ruine, mais qui ont besoin d'une grosse rénovation pour devenir habitables. Donc voilà, on faisait partie du groupe des gens qui voulaient venir à 5 ans. On garde toujours cet objectif. Il y a un gros projet de rénovation de différents endroits. Hein. Oui, donc sur le bâti, on a parlé du non-bâti, mais on peut parler du bâti. On a un grand bâtiment, que vous verrez sur les superbes images que tu as tournées, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur, qu'on appelle l'orangerie. Alors pourquoi l'orangerie? Parce que à côté de chaque château, il y avait au XVIIIe siècle, XVIIe, XVIIIe siècle, des bâtiments qui servaient de serres d'acclimatation, qui servaient de jardins d'hiver et en fait qui permettaient d'assumer le rôle d'agronome qu'avaient les nobles à l'époque où on a découvert les pommes de terre, les tomates et tous ces légumes qui venaient des colonies, on va dire, hein, ou des nouveaux pays qu'on découvrait. Et donc dans de nombreux châteaux, il y avait une orangerie parce qu'on était censé y cultiver des oranges. Et donc c'est cette orangerie qui a été entièrement rénovée par l'ancien propriétaire, en partie avec des matériaux issus des ruines du château.
Donc on a un grand bâtiment là dans lequel habitent pour l'instant certains locataires, mais aussi qui héberge les parties communes qui servent à nos animations et qui servent à faire vivre le lieu. Et des chambres d'hôtes. Et des chambres d'hôtes, là cette nuit par exemple on avait 4 personnes qui sont venues de passage et qui sont venues passer la nuit chez nous sur leur route de leur déplacement. Donc ça c'est pour la partie orangerie. Alors à côté de ça on a de nombreuses dépendances fonctionnelles, la chaufferie, les ateliers, différents abris qui sont vraiment qui touchent en fait l'orangerie, donc qui sont très accessibles. Et on a 2 autres bâtiments qui sont indépendants totalement de l'orangerie. Un qu'on appelle la fauconnerie, puisque à l'époque du château du duc de Choiseul, il y avait aussi une tradition de dressage de faucons, et c'était fait dans ce bâtiment. Donc la fauconnerie qui, elle, mérite une grosse réhabilitation, mais qui pourrait facilement abriter 3 voire 4 logements, suivant la taille des logements. Et enfin, on a une autre maison là, qui est située derrière la caméra, là, qui est ce qu'on appelle la maison du Breuil, donc qui est en fait l'extension d'une des tours d'angle, puisque la propriété étant sous forme rectangulaire, il y avait une tour à chaque angle de la propriété. Donc il n'en subsiste plus que 2 aujourd'hui, la tour du Breuil et celle qu'on appelle la tour du cimetière, qui est au coin opposé. Mais à l'origine, il y en avait 4. Et il y avait même une chapelle au milieu du terrain. Voilà, donc on envisage effectivement de rénover la maison du Breuil pour en faire un habitat pour éventuellement une famille, un couple. Mais avis aux amateurs. Avis aux amateurs, oui, on cherche encore des... Je crois que vous aimeriez vraiment qu'il y ait même des artisans qui viennent s'installer, des entrepreneurs. Oui, c'est le projet ici, c'est pas de vivre totalement coupé du monde, hein, au contraire, nos portes sont grandes ouvertes, on fait un tas d'animations, mais au-delà de ça, on a effectivement du foncier et des bâtiments qui nous permettent d'accueillir et voire même d'aider des personnes qui auraient un projet, bien sûr, un projet qui colle à notre raison d'être. Je pense à un boulanger artisan, par exemple. Ça peut être un boulanger artisan. Quelqu'un qui fait de la bière, enfin bon, bref. Voilà, on a eu récemment la visite d'un jeune couple dont lui est charpentier. Voilà, là, il y a tout à fait, il y a même la place pour stocker des bois, des machines, et on serait ravis en plus de les aider dans la mesure de nos moyens, quoi. Donc effectivement, on veut que ce soit un lieu vivant et un lieu où on s'amuse, mais aussi, pourquoi pas, un lieu où se développent des activités économiques. Voilà. Alors, donc tout ce monde-là, comment vous vous organisez? Il y a les présents, les pas présents, il y a une gouvernance, les décisions, les conflits. Comment vous gérez tout ça? Alors, en quelques minutes, ça va être très compliqué, mais disons qu'on s'est appuyé au départ sur des modèles très à la mode, voilà, qui circulaient dans beaucoup d'écolieux. On a aussi été un peu accompagné par la coopérative Oasis. On s'est inspiré, parce qu'on a tous un peu voyagé dans les différents écolieux, mais aussi on va dire dans le monde alternatif, un peu d'une manière générale. Et donc on est arrivé un peu chacun avec nos idées et on a quand même bâti un modèle un peu à notre sauce. On n'a pas voulu faire de copier-coller d'un modèle précis. On aurait gagné du temps à faire ça, mais quand on est 12, il est très difficile de trouver un modèle qui plaise et qui corresponde aux aspirations de tout le monde. Donc on a monté un système qui s'inspire un peu des méthodes de la CNV qui nous a été expliquée. Hein, donc la CNV, communication non violente, voilà, de Marshall Rosenberg. Voilà, donc qui nous a été expliquée par des gens qui faisaient partie du projet. On a essayé de mettre en place des outils de décision. Là, pareil, c'est des termes qui sont peut-être un peu à la mode. Mais, sociocratie. Voilà, sociocratie, GPC, donc gestion par consentement. Donc on a essayé de mettre tout ça en place. Je dis on a essayé, on l'a mis en place, hein, en fait, mais à notre propre sauce, parce qu'on a souvent constaté que ces processus sont très chronophages. Ils demandent énormément de temps de discussion. Et moi j'y ai émis quelques réserves, mais mon avis n'est pas prédominant dans le groupe. Hein. C'est que ces processus font quand même la part belle aux gens qui savent s'exprimer
et qui peuvent plus facilement tenir une discussion de longue haleine et argumenter très très longtemps. Donc c'est un peu les limites que je trouve à ce système. Mais alors comment vous avez votre sauce à vous, c'est quoi? Donc notre sauce à nous, c'est déjà basé sur sur la transparence, c'est-à-dire qu'on a une réunion hebdomadaire tous les lundis. Tu as pu assister hier soir à une de nos réunions hebdomadaires. Ce soir, comme tous les lundis soirs, nous organisons donc une réunion hebdomadaire du collectif. Donc une partie avec les gens en présentiel et l'autre partie avec les gens en visio. Donc ce sont des personnes qui font partie du collectif mais qui n'habitent pas encore sur le lieu et qui sont amenés nous rejoindre dans les années qui viennent. Voilà, et donc tous les lundis, on organise un ordre du jour et pour animer la réunion. Voilà, donc ce soir, la réunion va démarrer. Donc qui veut commencer à donner sa météo? Donc cette réunion se fait en Zoom pour que les gens qui n'habitent pas ici puissent rester en lien constant avec le projet. On a aussi des réseaux sociaux sur lesquels on échange constamment, mais pas non plus de manière intrusive. C'est-à-dire on a ce qu'on appelle des fils thématiques. C'est-à-dire qu'on échange sur un fil, par exemple sur les extérieurs ou sur les finances. On n'a pas besoin que tous les membres soient constamment inondés d'informations parce que au final, trop d'infos tue l'info. Et donc on préfère travailler par groupe dédié, par fil dédié, et on ramenait les problèmes les problèmes ou les sujets devant le groupe tous les lundis soirs. Donc tous les lundis soirs, il y a cette réunion à laquelle tu as pu assister. Et c'est là que vous prenez des décisions? Alors c'est là qu'on prend des décisions, on a un suivi des décisions qui sont prises. Et comment vous faites là? C'est au vote? Alors non, c'est pas au vote, ça s'apparente à de la GPC, c'est-à-dire que tant que GPC. De la gestion par consentement, c'est-à-dire que quand il n'y a plus d'objection, l'animateur de la réunion propose que la décision qui a été proposée soit adoptée. Et s'il n'y a plus d'objection, la proposition est adoptée. Il est arrivé plusieurs fois qu'une décision soit reportée. Il est arrivé qu'un sujet soit retiré à la demande de la personne qui l'avait présenté. Donc voilà, c'est des choses qui arrivent. Est-ce qu'il n'y a pas un risque que les décisions prennent des mois et des mois, ou qu'on finisse par ne pas prendre de décision? Il suffit d'une personne qui s'y oppose. C'est ce qu'on appelle le droit de veto, qui peut être une des limites de ce système. Donc pour et ça nous a valu d'ailleurs des retards énormes dans ce projet, des fois pour des choses bénignes. Par exemple le poulailler là, qui vient d'être installé cette année, la proposition avait été faite il y a 2 ans de l'installer à cet endroit-là. Il n'y a pas eu de consensus sur l'endroit où installer le poulailler. Et on n'a jamais eu de consensus sur ce point-là, donc le poulailler n'a pas été installé. Il a fallu 2 ans. En fait, il a fallu que le groupe se restructure, que certaines personnes partent, que d'autres arrivent, pour qu'on retrouve un consensus sur l'installation du poulailler. Donc effectivement, mais on aurait pu forcer la décision, puisque dans nos statuts existe malgré tout la possibilité du vote. Alors ça, c'est notamment dans la SAS, dans la société par action simplifiée, société coopérative à capital variable, afin de ne pas bloquer les décisions. Il est possible d'aller jusqu'au vote. Mais pour l'instant, on n'a jamais eu à aller jusqu'au vote. On a toujours réussi soit à reporter la décision parce qu'elle n'était pas urgente à prendre, soit à convaincre les personnes de lever leurs objections. Pas forcément d'être d'accord, mais de lever leurs objections pour que, en gros, je ne suis pas d'accord, mais je peux vivre avec. Voilà, c'est ça le principe. Et les conflits, alors, dès qu'il y a du monde, il y a le PFH, c'est un facteur humain. Ah, ou précieux facteur humain, ça dépend. Ou précieux facteur humain, oui, je suis d'accord, c'est pas mal. En 2 ans et demi, vous avez dû vivre des choses. Et comment vous gérez tout ça? Comment vous l'avez géré? Comment vous gérez? Comment c'est prévu? Alors, déjà, on a eu effectivement des problèmes, voire même des gros problèmes. On a, je pense, tous été un peu dans cette espèce d'euphorie. Enfin, ça c'est une analyse personnelle, mais je pense que quand on monte un projet comme celui-ci,
On est tous dans un état presque extatique où on est voilà, shooté en fait à l'adrénaline et on voit que tout va marcher, que c'est magnifique et que le site est superbe et que les gens sont super et on se dit ça va marcher et on nous dit oui mais attention hein, nous on a déjà fait ça, oui mais non mais pas chez nous. Voilà. Excuse-moi je vous coupe, vous ne vous connaissiez pas hein? Alors si en quand visio même. aussi. Voilà, non plus qu'en visio, on a bâti quand même pendant 2 ans ce projet. Alors avec des gens effectivement qui se sont regroupés, croisés sur différents projets, mais alors précisément sur Waycourt pendant quand même 1 an, 12 mois, on se voyait 2 fois par semaine en visio et on se voyait 1 fois par mois en visuel. Ah oui. Une fois par mois, voilà, et... on louait un gîte et on se retrouvait tous les 12 pour se frotter. Parce que sur Zoom, on se voit, mais hein, on est en fait des hommes et des femmes troncs. Oui. Donc on ne voit pas tout. D'accord. Donc là, non, il y a quand même eu de la préparation, mais je pense sincèrement qu'on était dans un état qui nous mettait en fait des œillères. C'est la lune de miel. Voilà. Surtout qu'on avait quand même un très beau projet, qu'on avait un montage financier qui était particulièrement séduisant. Enfin, voilà. Donc c'est vrai qu'il y avait de quoi y croire. Donc après, je vais pas éluder la question sur les difficultés. Sur les difficultés, oui, on a eu des difficultés parce que vivre ensemble tous les jours, c'est vrai qu'on est un peu aussi sur une espèce de colloque qui n'est pas forcément l'objet du projet. À terme, chacun devrait quand même avoir son petit logement et pas uniquement sa chambre. Il faut préciser que pour l'instant, ce sont des chambres. Voilà. Hein? Il n'y a pas d'appartement, on pourrait dire, où la personne pourrait faire sa cuisine, par exemple, et on n'a pas toujours envie de manger avec tout le monde, avec les autres. Au jour d'aujourd'hui, c'est le cas. Voilà, au jour d'aujourd'hui, c'est les repas. Voilà. Ce ne sera pas forcément le cas pour tout le monde. Et puis, certains auront envie de garder ce système-là, et d'autres auront envie d'avoir leur petit chez eux. Et puis, dans la même semaine, on peut avoir envie de manger avec les copains le lundi et pas le mardi. Voilà. Donc, on tient à cette liberté et surtout à moi, ce que j'appelle ce confort. Quoi. Le confort, c'est aussi la possibilité de choisir. Quoi. Donc, oui, on a eu des difficultés, pour revenir à la question. On ne s'y attendait pas aussi vite et de manière aussi virulente, on va dire. Au bout de combien de temps dès les premiers mois, dès qu'on a eu les clés en fait. Dès qu'on a eu les clés, parce qu'en fait on passe d'un état euphorique à la réalité du terrain et on se retrouve à croiser des gens le matin, pas toujours très bien réveillés, ou avec des douleurs ou avec des problèmes qui ne nous avaient pas forcément exposés, parce qu'on a tendance à se présenter toujours sur son meilleur jour, ce qui est tout à fait normal quand on bâtit un projet comme ça. Donc voilà, donc on a essuyé les mêmes revers que bon nombre d'autres groupes, et où on a effectivement constaté certaines lacunes dans le montage de notre projet. C'était qu'on avait été très vigilant sur ce qu'on appelle le processus d'inclusion. Donc on a tout un processus d'inclusion avec un livret, avec des étapes que l'on respecte lorsque quelqu'un choisit de nous rejoindre. Mais c'est vrai qu'on avait un peu, beaucoup même procrastiné, reporté le problème de l'exclusion. C'est-à-dire que rien n'avait été prévu pour la sortie du collectif, si ce n'est des engagements financiers. Et donc quand les problèmes sont arrivés, du coup on s'est retrouvé sans outils en fait, sans outils pour les gérer. Donc ça n'arrange pas les choses. Donc ça a été assez difficile et on a même, pour sortir de situations qui étaient bloquées, on a dû organiser un cercle restauratif. Donc là c'est un organisme extérieur qui vient, qui analyse la situation au préalable par le biais d'interviews de chaque personne et qui ensuite vient sur un week-end pour essayer de restaurer les liens qui avaient été coupés en fait, entre les personnes. C'est-à-dire qu'il y a tout un tas de non-dits qui s'accumulent, tout un tas de situations qui ne sont pas réglées, et le travail logiquement de ce cercle restauratif est de permettre au moins de renouer le dialogue et donc de permettre d'envisager des solutions. Donc c'est pareil, c'est des procédures, il y a un peu un effet de mode sur ces procédures-là. C'est des professionnels ou des gens d'Oasis Alors là, en l'occurrence, ce n'était pas des gens d'Oasis, c'était des gens d'une autre structure. Association une association qui disons, on va dire, qui
popularise. Qui connaît les écolieux, voilà. Qui connaissent les écolieux, qui ont certaines compétences. Bon, notre cas était quand même assez difficile. D'accord. Comment vous l'avez surmonté? Comment on l'a surmonté? Il y a eu, à l'issue de ce cercle restauratif, il y a eu deux personnes qui ont quitté le collectif, avec qui il a fallu après trouver des arrangements, notamment sur le plan financier. Et puis ça s'est traduit par une deuxième vague de départ, à peu près 1 an après, où on a eu, il y a eu des chocs et des contre-chocs, et voilà, un peu comme des répliques lorsqu'il y a un séisme dans un tremblement de terre. Il y a le tremblement de terre, il y a une faille, puis après la terre se remet à trembler. Donc voilà, donc c'est dommage, c'est toujours regrettable quand quelqu'un part, parce que ça crée des nouveaux problèmes, mais c'est aussi un peu un fil qui se casse et puis une désillusion, quoi, parce qu'on était parti. Ça nécessite une grosse remise en question de tout, oui. Et une réorganisation. Ouais. Hein, oui. Donc voilà, bon, après on dit toujours que voilà, ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts, donc on va essayer d'être optimiste. Et avec 2 ans et demi de recul justement maintenant, c'est ça, 2 ans et demi. 2 ans et demi, c'est quoi ton regard? Alors, après 2 ans et demi, moi, ça reste une expérience enrichissante parce que j'ai appris beaucoup de choses, j'ai découvert beaucoup de gens du secteur, beaucoup d'initiatives que je ne connaissais pas. Personnellement, moi, ça m'a permis effectivement de réaliser un vieux projet qui remonte à ma jeunesse, puisque j'avais découvert tous ces modes de vie alternatifs quand j'étais beaucoup plus jeune, quand je suis parti en mode sac à dos, on va dire, routard, parce que j'ai fait ça quand j'étais jeune. Et j'avais mis ça dans un petit coin de ma tête en me disant que ce serait bien un jour de faire quelque chose avec d'autres personnes. Donc de ce côté-là, j'ai pas été déçu. Où je pense qu'on aurait pu faire mieux, c'est sur l'avancement effectivement des travaux, des rénovations, de l'amélioration, on va dire, de l'offre qu'on pourrait faire sur ce lieu. Mais on a été effectivement confronté à de tels problèmes qu'on n'a pas pu tout régler. Mais ça reste une belle aventure humaine pour l'instant. On apprend beaucoup sur soi-même. Ah oui. Sur soi-même, sur la vie en groupe, sur la vie en collectivité. Pas de regret? Non, pas de regret. Moi, je suis assez satisfait de la position qu'on peut avoir ici, dans la mesure où nous, on n'y est pas constamment. Donc voilà, je peux partir 1 mois en voyage avec mon camping-car. Je sais qu'il y aura quelqu'un pour s'occuper des poules. Je sais qu'il y aura quelqu'un pour ramasser les pommes, si c'est la saison des pommes. Mais en même temps, s'il y a une période, il y a beaucoup de travail, comme par exemple là, cet hiver, il a fallu qu'on fasse tout le bois de chauffage, puisqu'on est passé au chauffage au bois à partir de cette année. Bon, cet hiver, je suis venu un peu plus souvent parce qu'il y avait des grumes à récolter, il y avait des arbres morts qu'il fallait couper. Donc je suis assez content, moi, de cette souplesse, on va dire, qu'offre le collectif. Voilà, avec plein de projets. Projet d'accueillir des gens, de rénover, beaucoup de choses à faire. Voilà. Et puis tous les projets autour de l'arbre, qui donc personnellement me tiennent un peu plus à cœur, puisque on ne se contente pas juste de couper les arbres dans cette forêt, on développe aussi tout un tas d'actions en faveur de l'agroforesterie, en faveur de l'arbre en dehors de la forêt, donc en participant à des réseaux, en accueillant ici des réunions, des stages, voilà. Et on travaille en connexion aussi avec d'autres écolieux, avec des écoles forestières et plein d'organismes autour de la forêt. Voilà. Merci François. De rien.